Bonne année à toutes et à tous. Vous commencez à nous connaître, chez Essie, on aime bien commencer l'année en se demandant quelle catastrophe pourrait nous anéantir. Ce n'est pas qu'on est pessimiste, c'est plutôt qu'on aime bien être préparé au pire. Oui, bon, c'est un peu pessimiste. On garde nos bonnes habitudes pour 2026 et on se demande ce qui pourrait nous tomber dessus cette année. En première position, une météorite, bien sûr. Il y a 66 millions d'années, cet astéroïde s'est écrasé sur Terre et a anéanti la plupart de la vie sur notre planète, y compris les créatures les plus grandes, les plus féroces et les plus impressionnantes qui aient jamais parcouru la Terre. Oui, les dinosaures. Si un astéroïde de cette taille frappait la Terre aujourd'hui, eh bien, l'humanité serait au bord de l'extinction. Aujourd'hui, nous allons examiner les 5 astéroïdes les plus meurtriers à avoir frappé notre planète, dans le passé ou dans un avenir pas si lointain. Et nous allons imaginer ce qui se passerait s'ils frappaient la Terre tous en même temps. Spoiler, c'est la fin de la Terre. Nous allons commencer par le plus petit de notre liste, l'astéroïde Barringer. Et finir par un astéroïde qui était beaucoup plus grand que le Chicxulub qui a anéanti les dinosaures. Mais avant d'en arriver là, voici le problème avec les astéroïdes. Ils ne sont pas rares. Ils font irruption de l'espace et frappent la Terre en permanence. La plupart sont de minuscules météorites, ne pesant que quelques grammes. Mais ils arrivent vite. Ces petits météorites s'écrasent sur la Terre à des dizaines de kilomètres par seconde. Heureusement pour vous, ils brûlent presque instantanément grâce au système de sécurité de notre planète, notre atmosphère. Mais parfois, la Terre est frappée par un astéroïde beaucoup plus important. Et les dégâts peuvent être catastrophiques. Remontons 50 000 ans en arrière, la Terre était plongée dans sa dernière ère glaciaire, quand soudain, une grosse roche spatiale entre dans l'atmosphère. C'était l'astéroïde Barringer. Pendant des millions d'années, il dérivait paisiblement dans l'espace. Puis soudainement, un jour tout à fait ordinaire dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Arizona aux États-Unis, un morceau de fer et de nickel de 50 mètres de large fonce dans l'atmosphère terrestre à plus de 15 km par seconde. Quelques secondes plus tard, il s'écrase au sol avec une force si puissante qu'elle équivaut à une série d'explosions nucléaires. L'onde de choc a tout rasé sur des kilomètres à la ronde, et l'astéroïde a laissé derrière lui un cratère massif, encore visible aujourd'hui. Et si cet astéroïde nous frappait aujourd'hui ? Oh, eh bien, ce serait tout aussi dévastateur. Si l'astéroïde Barringer frappait la Terre près d'une grande ville, ce serait le chaos total. Cette boule de 300 000 tonnes venue de l'espace exploserait avec l'énergie de 10 mégatonnes de TNT. Cela raserait les gratte-ciels en un instant, brisant les vitres sur des kilomètres. Même si vous n'étiez pas au point zéro, c'est-à-dire le point exact de l'impact, vous ressentiriez la puissance de son onde de choc. Le souffle vous assourdirait et la chaleur vous brûlerait la peau. Le sol tremblerait comme un séisme de magnitude 7,5. Barringer ne détruirait pas toute la planète, non, mais son impact changerait la vie de tous ceux qui se trouvent à proximité. Puisque nous voulons garder les choses exactement comme elles se sont passées sur Terre il y a 50 000 ans, cette roche spatiale frapperait exactement là où elle a frappé à ce moment-là, donc au milieu du désert. Tant que vous n'êtes pas un touriste ou un randonneur explorant l'étendue aride de l'Arizona, tout ira bien pour vous. Pourtant, ce nouvel astéroïde Barringer laisserait un cratère assez grand pour y contenir le Burj Khalifa. Voici à quoi ressemblerait l'impact aujourd'hui. Si vous observiez l'impact depuis la ville la plus proche, Winslow, en Arizona, vous verriez une colonne de feu et de cendres s'élever à plus d'1 kilomètre de haut. Environ 1 minute après l'impact, alors que vous pensiez être en sécurité, le bang sonique vous frapperait,
vous renversant et brisant toutes les fenêtres autour de vous. Ce serait spectaculaire, mais quand même pas encore de quoi raser une ville entière. Alors que l'astéroïde Barringer a soulevé un panache de fumée et de cendres en Arizona, quelque chose de plus grand et de plus meurtrier est sur le point de s'écraser en Amérique du Sud. Les astronomes ont repéré pour la première fois l'astéroïde YR4 en décembre 2024 grâce au système Atlas au Chili. Et croyez-moi, cette découverte a donné des sueurs froides à plus d'un. D'ailleurs, Atlas signifie Asteroids Terrestrial Impact Last Alert System, ou en français, Système d'alerte ultime d'impact d'astéroïdes, ce qui devrait vous donner une petite idée de la raison pour laquelle cette découverte était si terrifiante. Au début, il semblait qu'il y avait 3,1% de probabilité que YR4 frappe la Terre le 22 décembre 2032. Cela peut sembler peu, mais dans le monde des astéroïdes, c'est un signal d'alarme absolu. Les scientifiques du monde se sont immédiatement mobilisés pour affiner sa trajectoire et, à mesure que les nouvelles données arrivaient, le risque s'est réduit. D'abord à 1% et finalement à moins que cela. Maintenant, la probabilité est autour de 0,001%. Oui, mais c'est quand même 0,001% de trop. Bien sûr, sur ici, on imagine toujours le pire des scénarios. Avançons donc rapidement jusqu'en 2032, le jour de l'impact. Ce qu'il faut savoir sur YR4, c'est qu'il est immense. D'une longueur d'environ 60 mètres, il a à peu près la taille d'un avion de ligne. Et cet intrus venu de l'espace n'aurait même pas besoin de toucher le sol pour causer de graves dégâts. Au lieu de frapper directement la Terre, YR4 exploserait au-dessus de nos têtes comme l'événement de Tunguska en 1908, dans une région reculée de la Sibérie. Ce rocher exploserait comme un feu d'artifice mortel et raserait tout ce qu'il se trouve en dessous. Les bâtiments s'effondreraient et seuls les ponts renforcés tiendraient à peu près le coup. Il est difficile de prédire exactement où l'astéroïde frapperait. Il faut tenir compte de l'orbite de la Terre, de la trajectoire de l'astéroïde et de sa vitesse. Il pourrait atterrir quelque part dans l'océan, mais ne serait-ce pas plus épique pour notre scénario s'il atterrissait dans le nord de l'Amérique du Sud? Oui, notre astéroïde mortel atterrirait à Bogota, en Colombie. Bogota est une ville de plus de 7 millions d'habitants, perchée dans la cordillère des Andes. Mais son altitude ne changerait rien. Le ciel au-dessus de Bogota s'illuminerait, comme si le soleil s'était soudainement déplacé pour observer la scène. Puis, à environ 10 km au-dessus de la ville, YR4 exploserait dans une détonation aérienne massive. Il libérerait l'énergie d'environ 15 mégatonnes de TNT, soit 1000 fois plus que la bombe de Hiroshima. L'onde de choc balayerait la ville en quelques secondes, rasant les bâtiments, brisant les lignes électriques et projetant des véhicules dans les airs comme des jouets. Si vous étiez dehors à ce moment-là, vous seriez aveuglé par l'éclair, puis projeté au sol par l'onde de choc quelques secondes plus tard. Des incendies éclateraient dans des quartiers entiers et le verre et les débris se transformeraient en éclats meurtriers. La destruction ne s'arrêterait pas aux limites de la ville de Bogota. L'explosion résonnerait à travers les Andes. À des dizaines de kilomètres de là, les fenêtres voleraient en éclats. Les villes voisines auraient l'impression d'avoir été frappées par un énorme tremblement de terre. Des millions de personnes se retrouveraient sans électricité. Les communications s'effondreraient. C'est un chaos total. Mais comme l'astéroïde n'aurait pas touché le sol, il n'y aurait pas de cratère. Au lieu de cela, la ville serait marquée par une zone brûlée et aplatie, là où l'explosion frapperait le plus fort. Ce ne serait pas la fin de l'humanité, mais pour l'Amérique du Sud, on s'en souviendrait comme le jour de la Terre brûlée. Si un objet comme YR4 était sur une trajectoire de collision avec nous, nous ne serions pas complètement sans défense. La NASA a déjà testé une stratégie de défense planétaire appelée DART, pour Double Asteroid Redirection Test, ou test de redirection d'un double astéroïde. L'idée n'est pas de détruire l'astéroïde, mais de le rediriger alors qu'il est encore dans l'espace. La NASA a fait le test en 2022 en lançant délibérément un vaisseau spatial dans une lune d'astéroïdes appelée Dimorphos.
Et ça a fonctionné. Lorsqu'il s'agit d'astéroïdes, même une petite correction de trajectoire des années à l'avance peut faire la différence entre un survol sans danger et un impact direct. Je me sentirais quand même plus tranquille si YR4 n'avait aucune chance de croiser notre chemin. Mais il semble qu'il pourrait simplement percuter la Lune. Ça me rassure. Et comme si l'Amérique du Sud n'avait pas assez à gérer, un autre visiteur de l'espace s'approche. Oumuamua est un rocher unique dans cette liste, car c'était le tout premier objet interstellaire jamais observé traversant notre système solaire. Il est venu de l'extérieur, ce qui est très étrange. Oumuamua n'est pas un astéroïde rond comme les autres. C'est ce que les scientifiques, et moi-même, appelons en forme de cigare. Il est 10 fois plus long que large. Nous n'avons jamais rien vu de tel avant de voir ça, en 2017. Au début, les scientifiques pensaient que c'était une comète, parce que l'objet accélérait de manière étrange, comme s'il était poussé. Mais les scientifiques n'ont jamais trouvé une queue semblable à celle d'une comète, de quoi les rendre perplexes. Il se pourrait qu'Oumuamua soit un fragment d'une roche plus grosse. Peut-être qu'il renferme des glaces exotiques dans sa composition, comme de la glace d'hydrogène ou d'azote. Ou il peut même s'agir d'un objet fabriqué par des extraterrestres. Quelque chose qu'ils ont envoyé pour explorer notre petit amas planétaire. Quoi qu'il en soit, ce rocher allongé est sur le point de nous percuter. Tout d'abord, Oumuamua atteindrait le sommet de l'atmosphère à une vitesse de 20 à 26 km par seconde. Pendant un instant, on dirait même que c'est un deuxième soleil au-dessus de l'Amazonie. Donnez à cet objet une amende pour excès de vitesse. Quelques secondes plus tard, il s'écraserait dans la forêt tropicale, libérant environ 1 gigatonne d'énergie. Un nouveau cratère serait creusé dans le bassin amazonien. Un cratère gigantesque, environ 4 km de large et 600 mètres de profondeur. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur serait instantanément vaporisé. L'onde de choc s'étendrait vers l'extérieur, brisant les arbres comme des allumettes et mettant le feu à la canopée. Vu du ciel, le poumon vert du monde se transformerait en un anneau de brun et de noir. Les villes situées bien au-delà de l'horizon ressentiraient l'onde de choc comme un coup de poing violent. Une pluie de cendres commencerait à tomber du ciel. Pendant des jours, il neigerait du charbon de bois. Oumuamua ne provoquerait pas l'extinction de l'humanité, mais ce serait certainement une explosion dont la planète se souviendrait. Le fleuve Amazon serait chaud et trouble à cause des cendres. Les voyages aériens seraient détournés pendant des semaines. Et dans toute la partie nord de l'Amérique du Sud, les cultures recevraient moins de lumière à cause du ciel rempli de cendres. Ce n'est pas encore le niveau de la catastrophe des dinosaures, mais on s'en rapproche. Au Mexique, la superstar des astéroïdes est sur le point de tout détruire. C'est l'astéroïde le plus célèbre qui soit, le Chicxulub de la fin du monde. Il y a 66 millions d'années, ce rocher, ou plutôt cette montagne de pierre, s'est écrasé sur la Terre, au large de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Et je n'exagère pas quand je dis montagne. Chicxulub mesurait au moins 10 km de diamètre. C'est bien plus grand que l'Everest. Après le passage de Chicxulub, la Terre n'a plus jamais été la même. D'abord, il y a eu la boule de feu qui a enflammé les forêts. Puis, l'onde de choc qui a fait le tour du globe. Beaucoup de dinosaures sont morts sur le champ, mais pas tous. Et s'en est suivi la grande obscurité. L'impact de Chicxulub a projeté de la poussière et des cendres dans le ciel, bloquant la lumière du soleil. Pendant des années après l'impact, notre planète a été plongée dans l'obscurité. De nombreuses espèces végétales sont mortes, et quand la végétation est partie, tout ce qui s'en nourrit aussi. Il s'agit de l'extinction la plus récente de l'histoire de la Terre. Les dinosaures n'avaient aucune chance de survivre. Mais aujourd'hui, cette même montagne venue de l'espace est de retour pour nous tuer. Si ce rocher dévastateur devait frapper la péninsule du Yucatan aujourd'hui, ce ne seraient pas les dinosaures qui disparaîtraient. Ce serait l'humanité tout entière. Au début, une étoile brillante apparaîtrait dans le ciel au-dessus du golfe du Mexique, si lumineuse et si rapide.
En moins d'une minute, elle atteindrait la taille d'un soleil aveuglant. Puis l'impact. L'explosion vaporiserait tout dans les parages. Le sol tremblerait sur des centaines de kilomètres, libérant l'énergie d'un séisme de magnitude 10. Les villes côtières se transformeraient en cendres chauffées à blanc et les gratte-ciels de Cancun s'effondreraient sous la violence de l'onde de choc. Et vient ensuite un énorme tsunami. Dans les heures qui suivent, ce n'est pas un mais plusieurs tsunamis qui déferleraient sur le golfe du Mexique. Des murs d'eau de 100 mètres de haut s'écraseraient sur la Floride, Cuba et l'Amérique centrale. Moins de 48 heures plus tard, ces énormes vagues atteindraient l'Australie. Pendant ce temps, au Mexique, les incendies sont sans fin. Le pays serait recouvert d'un nuage étouffant de poussière, de cendres et de soufre. Et si, d'une manière ou d'une autre, vous survivez à l'impact, vous ne pourriez plus respirer. Souvenez-vous, les dinosaures n'ont pas survécu à cette histoire il y a 66 millions d'années. Et si Chicxulub devait frapper à nouveau aujourd'hui, l'humanité n'y survivrait pas non plus. Pas à cause de la boule de feu initiale, même si elle anéantirait déjà des millions de vies, mais à cause de la longue et froide nuit qui s'ensuit. Dans les semaines suivant l'impact du Chicxulub, un silence régnerait. La fumée et la poussière bloqueraient le soleil, et la Terre serait plongée dans un crépuscule froid. Et peu de temps après, la chaîne alimentaire commencerait à s'effondrer. La famine se répandrait très vite et les secours ne pourraient suivre. Quelques mois plus tard, l'humanité vivrait dans le chaos, luttant pour survivre. Des années plus tard, dans un scénario digne de la série The Last of Us, le monde serait méconnaissable. Les forêts auraient disparu, les côtes redessinées et des espèces entières auraient disparu à jamais. Alors oui, c'est dévastateur. L'humanité pourrait sûrement survivre aux plus petits astéroïdes de cette liste. Mais celui-ci, non, ça ne s'annonce pas bien pour nous. Ou n'importe quel être vivant, animaux, plantes, etc. Et attendez, ce n'était même pas le plus gros impact. Ça peut être pire que ça? Vraiment? Bon, le prochain vient d'un passé très, très lointain, quand la Terre était encore jeune et très différente de celle que vous connaissez aujourd'hui. Remontons 3,3 milliards d'années en arrière à l'ère paléo-archéenne. À cette époque, notre planète était principalement un monde aquatique, avec quelques masses continentales primitives ressemblant à des continents éparpillés. Il n'y avait pratiquement pas d'oxygène dans l'atmosphère, et sans couche d'ozone, le soleil inondait cette terre de rayonnements mortels. Mais ce n'est pas grave parce qu'il n'y avait pratiquement pas de vie complexe ici. Seuls quelques organismes unicellulaires comme les cyanobactéries, flottant dans l'océan. Puis la météorite S2 est arrivée. Ce rocher spatial était extrêmement grand et dévastateur. Il était environ 200 fois plus massif que Chicxulub. Donc, croyez-moi, l'impact a été énorme. S2 a plongé dans les mers peu profondes près de ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud et a changé la planète pour toujours. Mais étonnamment, cet impact fut une bonne chose pour la Terre. Bien sûr, il y a eu d'énormes tsunamis qui ont déchiré les côtes et arraché les sédiments du fond de l'océan, les projetant dans l'atmosphère. Les couches supérieures des océans ont littéralement été vaporisées et ont réchauffé l'atmosphère. De la roche en fusion tombait du ciel. Mais c'était le genre de bouleversement dont la Terre avait besoin. Cet impact a fait remonter du fer des profondeurs des océans. Et c'était une bonne chose, car les mers se sont soudainement remplies de nutriments. Toutes sortes de bactéries et de micro-organismes ont connu un baby-boom. Après l'impact, la vie a réellement commencé à s'épanouir. Mais cela ne signifie pas que cet impact massif serait bon pour nous aujourd'hui. Si S2 frappait près de l'Afrique du Sud aujourd'hui, ce serait game over pour l'humanité. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais tout de même vous donner quelques détails. Une boule de feu de la taille d'un continent s'élèverait dans le ciel. Lorsque S2 s'écraserait violemment sur la Terre, il ne se contenterait pas de vaporiser de l'eau et de la roche. Cela déchirerait le fond marin, et ce cratère d'impact s'étendrait sur des centaines de kilomètres. Des tremblements de terre 100 fois plus puissants que tout ce que nous n'avons jamais connu secoueraient la planète entière. Et après ça, eh bien, vous connaissez la chanson.
Des tsunamis, un barrage de roches en fusion, la lumière du soleil bloquée, l'effondrement des écosystèmes, suivi de notre extinction, de l'humanité tout entière. Après cela, la Terre changerait à nouveau d'une manière que nous ne pouvons même pas prévoir. Une réinitialisation totale. Vous ne survivrez certainement pas à celui-ci. Si seulement 2 ou 3 de ces astéroïdes frappaient la Terre en même temps, nous aurions peut-être une chance. Mais ajoutez Chicxulub et S2 au mélange, et peu importe combien de petits impacts vous avez surmontés, personne ne survit à S2. Donc, considérez-vous chanceux de vivre aujourd'hui, et non à l'époque préhistorique, où vous passeriez votre temps à vous cacher et à courir, chassés par les terrifiantes créatures du passé. Ouf, je ne suis pas impatient que ça nous tombe dessus. Croisons les doigts pour que ça n'arrive jamais, c'est mieux. Mais malheureusement, l'espace n'est pas notre seul ennemi. Nous pourrions tout aussi bien être notre plus grande menace. Avec le réchauffement climatique, l'Antarctique fond doucement, mais sûrement. Et si toute la glace du continent rejoignait les océans, que se passerait-il ? Sous la glace de l'Antarctique se cache un mystère profond et obscur. Aujourd'hui, nous allons faire fondre toute cette glace pour découvrir comment cela transformerait la Terre. Quel mystère se cache enfoui sous cette épaisse couche glacée ? Avec la fonte des glaces et l'élévation du niveau de la mer, qu'arriverait-il à nos villes côtières ? Et pourquoi cela pourrait-il déclencher des maladies inattendues ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si toute la glace de l'Antarctique fondait. Bienvenue en Antarctique, le continent qui entoure le pôle Sud. Cette région est 40% plus grande que l'Europe et recouverte de glace. Il y a des phoques, des baleines, des pingouins et quelques scientifiques qui y font des recherches. Et sur ce continent se trouve un immense glacier de la taille de la Floride. Voici le glacier Thwaites, large de 120 km. Il est surnommé le glacier de l'Apocalypse, car lorsqu'il fondra, le niveau de la mer augmentera de manière catastrophique à travers le monde. Et maintenant, ce glacier de l'Apocalypse fond à une vitesse alarmante. Il déverse chaque année 50 milliards de tonnes de glace dans l'océan, représentant 4% de l'élévation du niveau de la mer observée jusqu'à présent, soit environ 23 cm. Certains scientifiques prédisent que tout pourrait fondre en quelques dizaines d'années plutôt qu'en quelques siècles. Nous n'avons même pas quelques décennies devant nous, et encore moins des siècles. Je vais donc vous montrer ce qui se passe s'il fondait beaucoup plus tôt, en quelques secondes. En quelques secondes seulement, Thwaites a fondu et se déverse dans l'océan austral, puis dans l'océan Indien, l'Atlantique et le Pacifique. Le niveau de la mer grimpe de 60 cm dans le monde entier. Les rues de San Francisco sont inondées, Miami et la Nouvelle-Orléans sont submergées. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce glacier s'est-il fissuré et détaché du reste ? La réponse se trouve en dessous. Sous Thwaites se trouve une rivière gigantesque qui s'écoule rapidement, alimentée par la glace fondue de l'iceberg. Cela se produit grâce à l'énergie géothermique provenant de l'intérieur de la Terre en fusion. Le processus de fonte commence lentement, mais finalement, d'énormes morceaux de glace se détachent. Cela déclenche une réaction en chaîne qui fait que de plus en plus de glace se détache et fond. Et il y a plus qu'une seule rivière. Tout un monde de mystères se cache sous la glace de l'Antarctique. Mais avant d'explorer ce monde souterrain fascinant, je veux vous expliquer pourquoi l'Antarctique est si important. Il s'agit d'une calotte glaciaire couvrant une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, avec une épaisseur moyenne de plus de 2 km. À titre de comparaison, c'est environ 1,5 fois la superficie des États-Unis. C'est une quantité stupéfiante de glace, 25 millions de kilomètres cubes. Et dans cette glace se trouve 60% de l'eau douce de la Terre et 90% de toute la glace du globe. Contrairement à l'Arctique, où la glace flotte sur l'eau, l'Antarctique repose sur de la terre.
C'est facile à oublier car 98% de celle-ci est recouverte de glace. Et ce n'est pas tout. 1,5 million de kilomètres carrés d'océan se cachent également sous ce continent. Lorsque toute cette glace fondra en quelques minutes, le niveau de la mer augmentera de 70 mètres. Nous verrons dans un instant les conséquences de cette fonte épique sur la Terre. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter les créatures étranges que nous découvrons dans ce paysage glacé. En découvrant ce territoire inexploré, vous aurez un aperçu des profondeurs de l'océan. Et juste au-dessus de vous, vous verrez le dessous de la glace. Vous y trouverez un type de vie marine appelé anémone. Ces minuscules créatures sont enfouies sous la glace. Vous y verrez également d'autres petits poissons et crustacés. Les anémones ici sont très différentes de celles que l'on trouve habituellement dans les océans. Il s'agit d'une nouvelle espèce dotée d'une particularité inhabituelle. Alors que les anémones sont normalement fixes, celles-ci se tortillent dans l'eau. Les scientifiques tentent toujours de comprendre où elles veulent aller. Presque rien ne pousse dans cette obscurité glaciale. Alors, que mangent ces créatures et comment survivent-elles ? Elles se nourrissent de petits morceaux de plancton et de caca transportés par les courants océaniques. Mais ils mangent aussi quelque chose d'autre de très bizarre et un peu dégoûtant. C'est l'équivalent océanique de la nourriture au fond de votre réfrigérateur. Ces créatures mangent des squelettes en décomposition vieux de millions d'années, des corps et d'anciennes bactéries qui existaient lorsque la Terre était beaucoup plus chaude. Attention, d'autres glaciers massifs sont sur le point de se détacher. À mesure que les glaciers voisins de Thwaites se séparent et fondent, davantage d'eau se déverse dans les océans. Dans le monde entier, le niveau de la mer augmente encore de 2,5 mètres. Les villes de la côte est des États-Unis sont inondées. Boston, New York, Miami. Et des millions de personnes sont touchées. Alors même que les villes sont submergées, quelque chose d'étrange se passe au large des côtes de l'Antarctique. Le niveau de la mer baisse à mesure que toute cette glace fond, tandis qu'il continue d'augmenter ailleurs. Pourquoi un tel phénomène ? Rappelez-vous que la calotte glaciaire de l'Antarctique est immense. Elle pèse 24 milliards de mégatonnes. Cette masse exerce une attraction gravitationnelle sur les eaux environnantes, ce qui élève le niveau de la mer à proximité. Mais lorsque cette glace fond, la puissance de cette gravité disparaît, provoquant une baisse du niveau de la mer à proximité, tandis qu'il augmente dans les autres régions. À l'autre bout de l'Antarctique, les glaciers Denmark et Scott se fondent, ajoutant 1,5 mètre d'eau supplémentaire aux océans. Avec une élévation de 4 mètres, les États-Unis perdent désormais des monuments nationaux. Jefferson Memorial est sous l'eau, tout comme le Fenway Park. Les grandes villes côtières du monde entier sont également inondées. Shanghai, Lagos, Mumbai et Jakarta. Les ports sont sous l'eau et détruits. Toute cette eau salée s'écoule dans les terres agricoles et détruit nos cultures. Pire encore, les aquifères souterrains qui nous fournissent de l'eau potable sont désormais contaminés par le sel des océans. Ce qui est le plus effrayant, c'est que la contamination va plus loin que le sel. La glace de l'Antarctique renferme des bactéries dangereuses pour les êtres humains. Certaines provoquent des infections qui sont liées à des maladies comme la mucoviscidose. Mais il y a pire. Elles ont un super pouvoir encore plus mortel. Elles sont résistantes aux antibiotiques que nous utilisons aujourd'hui pour traiter les maladies. Si elles échangent des parties de leur gènes avec des bactéries présentes dans notre environnement, la résistance aux médicaments ne fera que croître et se propager à encore plus de bactéries. À ce stade, nous, les humains, serons en danger. Nous ne serions plus en mesure de lutter contre les infections bactériennes, surtout si l'eau que nous buvons est contaminée. Mais comme dans tout bon film, ces bactéries ont aussi un bon côté. Elles peuvent nous aider à créer de nouveaux antibiotiques de meilleure qualité. Elles peuvent nous aider à nettoyer les sites de déchets toxiques et peut-être même jouer un rôle dans la création de plastique biodégradable. Alors que de plus en plus de glace se détachent et fond,
d'autres écosystèmes commencent à être perturbés, notamment les courants océaniques. Avant la fonte de toute cette glace, l'eau des océans se déplaçait d'une manière très spécifique. L'eau salée, plus dense, coulait vers le fond, poussant l'eau moins dense vers la surface. L'eau agissait donc comme un tapis roulant géant transportant la chaleur et les nutriments d'un endroit à un autre, un phénomène essentiel pour la survie de la vie marine. Avec l'eau douce de la fonte des glaciers qui entre en jeu, l'eau à la surface de l'océan devient moins salée, moins dense et ne s'enfonce pas aussi loin. C'est comme si notre tapis roulant océanique s'était bloqué. Et il n'est plus capable de déplacer la chaleur d'un endroit à un autre. Les scientifiques s'inquiètent déjà de l'impact de la fonte de l'Arctique sur le Gulf Stream, mais ils sont encore en train de comprendre les effets de la fonte en Antarctique sur notre climat. Dans certaines circonstances, par exemple, si des icebergs se détachaient de l'Antarctique et fondaient plus loin dans l'Atlantique, les changements dans la circulation océanique pourraient entraîner une ère glaciaire. Mais si la fonte provoque principalement une élévation du niveau de la mer, nous risquons de nous retrouver avec une terre plus chaude. Et ce n'est pas seulement des modèles de chaleur dont nous devons nous soucier. La rupture du tapis de transport océanique signifie des problèmes de mouvement des nutriments du fond de l'océan vers la surface. Ces nutriments sont importants pour la croissance du phytoplancton, des minuscules algues en bas de la chaîne alimentaire marine. Elles peuvent sembler petites et insignifiantes, mais elles sont le fondement de la vie dans les océans. Elles fournissent des nutriments essentiels à la vie marine. Mais tous les phytoplanctons ne subiraient pas le même sort. Pour le phytoplancton autour des eaux de l'Antarctique, la fonte des glaces fournirait du fer et leur donnerait quelque chose de riche pour se régaler. Cet événement pourrait entraîner une prolifération massive temporaire d'algues, car les eaux seraient enrichies de nutriments qui étaient auparavant emprisonnés dans la glace. La croissance du phytoplancton pourrait avoir un côté positif, car au moins ils absorberont un peu de dioxyde de carbone. Et la Terre en aura bien besoin. Pourquoi ? Parce que toute cette fonte des glaces va rendre la planète beaucoup plus chaude pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la glace aide à garder la Terre plus fraîche grâce à sa surface ultra réfléchissante. Elle est très efficace pour faire rebondir la lumière du soleil loin de la surface de la Terre, ce qui aide à maintenir des températures plus fraîches. Mais une fois que cette glace a fondu, c'est une autre histoire. Avec la fonte des glaciers et le réchauffement des océans, l'activité des champignons microscopiques dans l'eau s'accélère également. Un peu comme les feuilles mortes qui se décomposent dans les forêts, ces champignons dégradent la matière organique morte dans les océans, libérant ainsi du dioxyde de carbone. Plus les océans se réchauffent, plus la décomposition s'accélère, ce qui entraîne une plus grande libération de dioxyde de carbone. En plus de cela, la fonte des glaciers crée une couche d'eau douce au-dessus de l'eau salée, rendant les océans moins efficaces pour absorber le dioxyde de carbone de l'air. Cela aggrave encore le réchauffement climatique. Et maintenant, le reste de l'Antarctique se brise en énormes morceaux et fond rapidement. L'eau de la fonte des glaces se déverse dans les océans. À mesure que la glace fond, quelque chose d'étonnant apparaît. Une merveille naturelle cachée depuis des millions d'années. Un énorme système de canyons plus long de 100 km que le Grand Canyon. C'est le canyon le plus profond de la planète, s'étendant à 3,5 km sous le niveau de la mer et s'étendant de l'intérieur à la côte. Vous pouvez désormais voir le lac Vostok, âgé de 15 millions d'années, le 6e plus grand lac du monde en volume. Et, bonne nouvelle, avec toute la glace fondue, vous pouvez y pique-niquer. Si vous êtes toujours d'humeur après tout ce que la Terre subit. De plus, vous voudrez peut-être rester à l'écart des micro-organismes vivant dans les eaux du lac Vostok. Ils y évoluent isolés de toutes les influences de notre monde depuis 15 millions d'années. Qui sait ce qu'ils pourraient faire à votre corps ? Mais vous n'avez pas le temps d'admirer le canyon ou de contempler le lac Vostok, car le niveau de la mer continue de monter plus vite que jamais. Vous assistez à la phase finale, la plus dangereuse. Le dernier morceau de glace a fondu. Le niveau de la mer a augmenté de plus de 70 mètres. Cette augmentation rapide a pris les êtres humains par surprise. 40% de la population mondiale, soit plus de 3 milliards de personnes, vivent à proximité d'un littoral. Et la majorité d'entre eux se sont noyés.
car la glace de l'Antarctique a fondu en quelques minutes. Toute la côte atlantique, y compris d'énormes portions des États-Unis, a disparu, engloutie sous l'eau. Les habitants de gratte-ciel de 23 étages se précipitent sur le toit dans une tentative désespérée de survivre. Certaines parties de la Californie se sont transformées en archipels de petites îles, et d'autres parties de l'État ont complètement disparu. Londres, Paris, Venise, toutes les grandes villes côtières que nous connaissons et aimons sont sous l'eau. Des millions de personnes sont déplacées, blessées ou en danger de mort suite à cet événement catastrophique. Les plus réactifs, les personnes qui ont sauté dans leur voiture et fui vers l'intérieur des terres alors que l'eau commençait à se déverser sur la terre, ont eu une chance de survivre si elles ont pu atteindre les hauteurs. Mais ce ne sont que quelques chanceux. Les gouvernements sont en panique et déploient des opérations d'urgence lorsque cela est possible. Ils savent que presque toute population côtière a péri. Mais peut-être y a-t-il un moyen de sauver ceux qui se trouvent au sommet des gratte-ciel. Mais avec autant de personnes touchées, y a-t-il assez d'hélicoptères pour secourir tout le monde? Des bateaux seraient nécessaires. Comment les gouvernements pourront-ils remplacer toutes les infrastructures détruites? Plus important encore, que ferons-nous face au manque soudain d'eau douce? Avec notre eau douce mélangée à de l'eau salée, les humains manquent aujourd'hui cruellement d'eau potable. Soudain, les terres situées à l'intérieur des continents deviennent le nouvel Eldorado. Les habitants du Midwest américain sont très heureux de ne jamais avoir fait partie de l'élite côtière. Denver, Minneapolis et Las Vegas sont plus prisés que jamais. Les pays du Sud sont encore plus durement touchés. Le Bangladesh, avec ses 160 millions d'habitants, est sous l'eau. Les tensions géopolitiques s'intensifient à mesure que les pays cherchent de l'aide. Et comme tant d'endroits sont touchés, il est difficile d'en trouver. Maintenant que toute la glace a disparu, il y a une autre chose qui doit encore fondre, le pergélisol. Il s'agit d'un sol qui a été gelé au pôle pendant plus de 40 000 ans. En dégelant, il libère le dioxyde de carbone et le méthane qui sont piégés en dessous, ce qui accélère encore le réchauffement climatique et une fonte encore plus importante du pergélisol. Lorsque le pergélisol dégèle, c'est comme si quelqu'un mettait un plat surgelé au micro-ondes. De minuscules micro-organismes commencent à grignoter la matière organique ancienne qui dégèle. Ils émettent alors du dioxyde de carbone et du méthane, ce qui augmente encore plus les températures mondiales. Génial! Maintenant, nous respirons des flatulences de micro-organismes et il fait de plus en plus chaud. C'est un cauchemar. Oh, mais ça peut encore empirer. Au milieu de tout cela, il est possible que les virus à ADN dans le pergélisol dégèlent et déclenchent une pandémie mondiale. Créer un vaccin au milieu de cette catastrophe serait un défi comme jamais auparavant. En plus, il fait chaud, 5 à 10 degrés de plus, causant la fonte de toute la calotte glaciaire. Mais ces changements réchauffent davantage la planète. Avec une température moyenne avoisinant les 27 degrés, une migration massive commence. Les nouvelles destinations prisées? Le Canada, l'Alaska et les régions de l'Arctique et de l'Antarctique qui viennent d'être dévoilées. Ce sont les nouveaux paradis tropicaux. Il y a 34 millions d'années, l'Antarctique était une forêt tropicale, semblable à la Nouvelle-Zélande. Peut-être reverrons-nous un jour des palmiers sur ses côtes et des alligators nageant dans l'océan austral. Heureusement, l'Antarctique ne fond pas en quelques minutes. Mais avec les villes côtières devenues des tombeaux sous-marins, 3 milliards de morts, nos eaux souterraines contaminées, un réchauffement toujours plus intense et la menace d'une pandémie mondiale, difficile d'imaginer un pire scénario. Sans mauvais jeu de mots, ça fait froid dans le dos. On se tourne encore une fois vers l'espace pour la dernière vidéo du jour. Notre catastrophe préférée, l'invasion extraterrestre. Vu comme le monde se porte en ce moment, peut-être qu'une invasion de nos voisins interplanétaires pourrait nous sauver. Qu'en pensez-vous? En attendant, on se lance dans les 48 premières heures d'une invasion extraterrestre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Des extraterrestres ont envahi la Terre et ils ne viennent pas pour se faire de nouveaux amis. Non, ils sont là pour nos ressources, notre planète et peut-être même vous. Dans cet épisode, je vais vous plonger au cœur des premières 48 heures d'une invasion extraterrestre, du premier contact jusqu'à l'état du monde après 2 jours. Et croyez-moi, ça ne va pas être joli. Ou alors, peut-être que les choses pourraient prendre une autre tournure. Peut-être que ces extraterrestres voudraient coopérer avec nous. Nous devrons attendre pour le découvrir. Heure 1. La première chose qui se produirait, avant même que l'invasion ne commence, serait un signal extraterrestre de l'espace. Cela serait probablement détecté par la recherche d'intelligence extraterrestre, ou SETI. Cette organisation scrute le ciel en permanence, à la recherche de sons et de signaux dans le cosmos. Une fois qu'un signal est détecté, l'équipe de recherche détermine s'il provient ou non d'une source extraterrestre. Il compare le signal à d'autres sources naturelles trouvées dans l'espace. Puis, il détermine s'il s'agit d'une étoile, d'un pulsar ou d'un autre objet céleste. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose de très différent. Ce signal provient d'extraterrestres. Une fois le signal extraterrestre confirmé, la communauté scientifique et le gouvernement du monde entier seraient informés. Les premières nations à être prévenues seraient les États-Unis, la Russie et la Chine, car elles ont toutes des capacités spatiales. Dans un premier temps, les gouvernements feraient de leur mieux pour garder cette information secrète. Ils savent qu'une invasion extraterrestre signifierait un chaos total, mais très vite, ils n'auraient pas le choix que d'avertir tout le monde. Heure 5. Bon, les choses avancent vite. Les extraterrestres sont désormais sur Terre. Les scientifiques ont tenté de communiquer avec eux, mais n'ont reçu aucune réponse. Un silence absolu. Que veulent-ils? Et surtout, qui sont-ils? Les extraterrestres pourraient prendre des formes variées. Peut-être qu'ils auraient une apparence humanoïde, avec des yeux immenses et des grands corps. Ou peut-être qu'ils ne ressembleraient à rien de ce que nous n'avons jamais vu auparavant. Ils se sont probablement adaptés à l'environnement extraterrestre dans lequel ils ont évolué, et sont devenus des créatures qui défient toute imagination. Une autre théorie? Peut-être que ces extraterrestres ne sont pas du tout organiques, mais plutôt de l'intelligence artificielle. Plus j'y pense, plus je crois que cette théorie pourrait être vraie. Après tout, pour concevoir ce type de voyage spatial avancé, il faudrait beaucoup de temps, d'efforts et d'ingéniosité. Exactement ce dans quoi l'IA excelle. Les extraterrestres IA n'auraient pas non plus à se soucier des contraintes que la vie organique pourrait avoir. Par exemple, de savoir si une planète a les conditions parfaites pour la vie, comme nous, les humains. Ils pourraient voyager sur n'importe quelle vieille planète aride, récolter les ressources et passer à la suivante. Comment pourrait-il en arriver là? Bien, puisque nous n'avons jamais rencontré d'extraterrestres dans nos galaxies, c'est sûr que cette civilisation possède la technologie de distorsion. Ils viennent probablement d'un système stellaire situé à plusieurs années-lumière de la Terre. Leur seul moyen de voyager jusqu'à nous serait à bord d'un vaisseau capable de dépasser la vitesse de la lumière. Mais pour l'instant, cela importe peu. Ce qui compte, c'est qu'ils sont là, juste à notre porte. Quel est leur plan? Que se passerait-il s'ils étaient là pour prendre le contrôle? Heure 10. Bon, au lieu d'un premier contact pacifique, il semblerait que cette civilisation intergalactique soit ici pour attaquer la Terre. Mais pourquoi? Cela pourrait être pour diverses raisons. La Terre est une planète regorgeant de ressources, minéraux, des combustibles fossiles et, bien sûr, de l'eau. Peut-être que les extraterrestres sont ici pour s'approprier tout cela. Ou peut-être cherchent-ils simplement à agrandir leur empire. Après tout, la Terre est une perle rare. C'est l'une des seules planètes véritablement habitables que nous connaissons. Cet extraterrestre pourrait vouloir essayer de construire une nouvelle race d'humains. Les extraterrestres commençaient à attaquer en utilisant les vaisseaux spatiaux qui les ont amenés jusqu'ici. Ils seraient probablement équipés d'une technologie extraterrestre avancée, bien au-delà de notre compréhension. Les différentes puissances militaires du monde feraient de leur mieux pour riposter. Ils pourraient essayer de combattre les extraterrestres avec des avions de chasse de pointe. Mais il est peu probable que cela fasse une réelle différence. Les extraterrestres pourraient avoir des faisceaux laser, de la nanotechnologie ou des bombes antimatière. Même si nos armées ont des protocoles pour des scénarios comme celui-ci,
ce ne serait pas suffisant. Notre technologie est loin d'être aussi avancée, nos armées n'ont aucune chance. Désolé États-Unis, même avec un budget militaire annuel de plusieurs milliards de dollars, vous n'avez aucune chance face aux lasers extraterrestres. Même si nous faisons de notre mieux pour riposter, la panique s'emparerait de la planète entière. Les gouvernements tenteraient désespérément d'élaborer un plan. Et tout le monde entier commencerait à se préparer à l'inévitable. Heure 12. Toutes les forces militaires du monde ont maintenant uni leurs forces pour combattre les extraterrestres. Mais la situation semble désespérée. Des mesures extrêmes, comme l'arme nucléaire, sont à l'étude, mais les gouvernements choisissent de les retarder jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix. Parce qu'un recours aux armes nucléaires pourrait entraîner des conséquences catastrophiques pour toute forme de vie sur Terre. Les extraterrestres attaquent des infrastructures clés sur notre planète. Non, ils ne se contentent pas de détruire tous les monuments lumineux ou de tirer sur les foules de personnes. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une civilisation avancée. Ils ont calculé leur coût. Ils cibleraient nos bases militaires, nos réseaux électriques et nos systèmes de transport. En quelques heures, la planète deviendrait complètement plongée dans le noir. Nous n'aurions aucun moyen de communication et notre capacité à riposter diminuerait. Heure 24. Cela fait maintenant une journée complète depuis le premier contact avec les extraterrestres. Les puissances mondiales ont fait de leur mieux pour communiquer et négocier avec eux. Mais en vain. Les populations ont été forcées d'évacuer toutes les grandes villes, fuyant vers des endroits isolés où elles peuvent se cacher dans l'espoir de survivre. Et pendant que les civils tentent de survivre, les scientifiques s'efforceraient d'inverser la technologie extraterrestre, s'ils parvenaient à en saisir. Peut-être que les extraterrestres utilisent des armes biologiques pour nous éliminer. Les chercheurs se précipiteraient pour créer des vaccins, des mesures préventives ou des traitements. Heure 30. 30 heures après le début de l'invasion, les efforts militaires du monde seraient probablement écrasés. Si la technologie extraterrestre est aussi avancée que nous le craignons, nos armées n'auraient aucune chance. Les infrastructures militaires clés, telles que des bases aériennes et des flottes navales, seraient détruites ou gravement affaiblies. Notre seul espoir serait désormais la guérilla menée par les civils. Nous devrions riposter ou nous protéger avec toutes les armes que nous aurions ou que nous pourrions fabriquer. Les États-Unis auraient un léger avantage sur le reste du monde. Près de 500 millions d'armes à feu sont détenues par des particuliers, ce qui, espérons-le, les aiderait lorsqu'il s'agira de lutter contre l'envahisseur. Mais pour ce qui vient ensuite, même avec toutes ces armes, le résultat pourrait être le même. Aucune chance face à une technologie supérieure. Mais avant d'en arriver là, arrêtons-nous un instant. Prenons un peu de recul et regardons la possibilité qu'une race extraterrestre avancée ne soit pas hostile. Ce n'est pas forcément la guerre des mondes, n'est-ce pas? Eh bien, différentes théories existent. Il y a de fortes chances qu'une civilisation aussi avancée ait dû évoluer de manière éthique et pacifique. Historiquement, les sociétés qui s'autodétruisent à cause des conflits ne perdurent pas. Donc, pour qu'une civilisation arrive aussi loin, elle peut être pacifique et ne pas vouloir s'attaquer à nous. Une autre théorie est que les extraterrestres ne sont pas intéressés par les ressources de la Terre. L'espace regorge de toutes sortes de matériaux différents, comme l'énergie des étoiles et les minéraux rares trouvés dans les astéroïdes. La Terre pourrait bien être une autre planète avec des ressources que les extraterrestres pourraient trouver ailleurs. Alors, pourquoi s'en prendre à nous? Il existe aussi la théorie du zoo galactique. Ces extraterrestres pourraient simplement être là pour nous observer, comme une réserve naturelle géante. Ils voudraient nous regarder et nous étudier, mais ne pas interférer avec notre évolution ou nos progrès. Peut-être même qu'un jour, ils voudraient coopérer avec nous, mais peut-être que rien de tout cela ne se produirait. Peut-être que ces extraterrestres veulent nous conquérir afin d'empêcher toutes sortes de destructions futures que nous pourrions causer. Revenons à notre scénario initial. Heure 36. Les choses deviennent vraiment sérieuses maintenant. Avec nos gouvernements détruits, nos villes en péril et la société dans le chaos total, les extraterrestres s'apprêtent à lancer la prochaine phase de leur plan. Ils vont terraformer la Terre, nous modifier. Cela pourrait se faire de plusieurs façons. La première étape serait de modifier notre atmosphère. Selon leurs besoins, ils pourraient libérer des nanorobots capables de diffuser divers gaz tels que le méthane, le dioxyde de carbone ou même de l'ammoniac. Ce changement atmosphérique pourrait lentement tuer tous les humains et autres formes de vie sur Terre.
Avant cela, il pourrait également entreprendre un vaste projet de géo-ingénierie. En utilisant des miroirs orbitaux, il pourrait rediriger l'énergie solaire et influencer la température de notre planète, soit en la rendant trop chaude, soit trop froide. Pour nous, du coup. La civilisation extraterrestre pourrait également vouloir changer ou manipuler nos océans. Il pourrait libérer des substances pour modifier la salinité ou l'acidité de l'eau. De tels changements affecteraient toute la vie marine et probablement toute la vie terrestre. Les extraterrestres pourraient aller encore plus loin, que ce soit pour façonner la Terre à leur convenance ou pour exploiter ses ressources. Ils pourraient réveiller des volcans endormis et créer des tremblements de terre partout dans le monde. Heure 48. À ce stade, les extraterrestres ont pris le contrôle total de notre planète. Il n'y a plus de retour en arrière possible. La civilisation humaine s'est complètement effondrée. Il reste encore des milliards d'humains, mais ce nombre diminuera avec le temps. Ceux qui survivent sont capturés et utilisés pour des expérimentations génétiques. Nous devenons des cobayes pour que les extraterrestres testent notre corps et nos organes. Ils pourraient également vouloir examiner notre cerveau, utiliser notre mémoire ou nos capacités neurologiques pour résoudre des équations mathématiques complexes ou pour calculer d'autres types d'informations. Ou peut-être qu'ils nous anéantiraient tous en quelques jours et que la Terre serait réduite à un simple rocher stérile flottant dans l'espace. Mais espérons que ce scénario ne se réalise jamais. Après tout cela reste de la pure spéculation. Comme nous l'avons déjà évoqué plus tôt, peut-être que ces extraterrestres pourraient être nos amis. Peut-être qu'il s'agit d'une civilisation qui veut s'unir à nous et établir une communauté intergalactique. Qui sait, il pourrait même s'agir d'une civilisation avancée de type 3, venue d'un futur. Mais ça, c'est une autre histoire pour un prochain « Et si ?»